Alors j'ai le plaisir de présider cette première partie du colloque sur les risques climatiques et j'en remercie les organisateurs. Première partie qui ne porte pas, on pourrait voir les choses selon un regard académique sur ma spécialité, mais finalement la dimension globale, internationale nous concerne tous et toutes au premier titre, et donc j'ai aucune difficulté à mesurer l'enjeu qui est évidemment devant nous. Nous sommes face à un risque global, on pourrait même dire plus précisément un risque total, puisque ce n'est pas simplement sa dimension internationale, mais le fait qu'il concerne toutes les dimensions de nos vies, qui justifie ne serait-ce que la richesse d'un programme comme celui-ci aujourd'hui. Il est intéressant évidemment de commencer d'emblée par mesurer toute l'ampleur du risque climatique, car c'est déjà d'abord l'échelle du risque, mais aussi l'échelle de la réponse attendue des États, et peut-être celle sur laquelle, jusqu'à maintenant, les attentes se font les plus graves, les plus profondes, mais pour des raisons que l'on comprend aussi, car la diplomatie a toujours été chose complexe, et face à affaires elles-mêmes complexes, eh bien, elle a tendance à s'enliser parfois, malgré quelques étapes concrètes qui viennent qui ont scandé l'avancée ou la fin du XXe siècle et le début du XXIe. C'est un risque aussi particulier, évidemment, car au moins pour nous, Français, il n'est pas tangible à tout moment. Il est visible pour ceux qui veulent bien le voir, en grande partie, ou pour ceux qui le subissent déjà, ce risque climatique. Là aussi est la difficulté pour mener une action parfois. C'est un risque qui se révèle dans le temps. En réalité, ce n'est pas tant un dérèglement qu'une aggravation du dérèglement. Et donc, il y a une chronologie dans la révélation de ce risque, avec des premiers touchés, et puis ceux qui le seront plus tard. Et ce programme révèle cet élément chronologique. Les premiers touchés, du point de vue humain, eh bien, ce sont les réfugiés climatiques, et l'intervention de M. Villard portera sur ce point. Les premiers, bien sûr, mais il y en aura d'autres, et donc il faut agir de ce point de vue, évidemment, mais les premiers touchés, c'est aussi un point de vue que l'on peut avoir simplement au regard d'un territoire, et c'est le cas de l'Antarctique, qui est un cas d'école de ce point de vue aussi, puisqu'il a un statut particulier. Donc il appelle une réaction particulière, une forme de laboratoire d'intervention et de mobilisation des États. Et puis ce risque, puisqu'il touche les territoires, aggrave d'autres risques qui ont toujours existé, qui ont émaillé l'histoire humaine, qui la marque encore gravement aujourd'hui. C'est celle des enjeux territoriaux, de l'accès aux ressources, qui deviennent plus graves, qui vont devenir encore plus courants qu'ils ne le sont déjà, c'est dire si l'enjeu est de taille. Et M. Tawfik abordera un élément particulier, peut-être auquel on ne songe pas particulièrement comme étant lié à ce risque, mais qui pourtant, et je serais très heureux de l'entendre, fait partie là aussi de ce sujet. Nous parlons bien donc de la grande affaire de notre époque, de notre temps, et je salue le courage des doctorants de s'y être attachés. Sans plus attendre, je vais céder la parole successivement à Mme Allard, M. Tawfik et M. Villard. Donc il est attendu qu'ils s'expriment durant 15 minutes à chaque fois. Il sera possible de réagir après chaque intervention. Et je ferai en sorte, tout simplement, mon rôle va se réduire à cela désormais, de faire en sorte que vous respectiez bien ce temps. Donc, pour commencer, Madame Allard, qui est doctorante en droit international à l'Université Toulouse 1 Capitole, et qui va intervenir sur la gestion des risques climatiques dans la coopération internationale, avec l'exemple donc du continent antarctique. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de pouvoir être ici pour cette journée de colloque sur les risques climatiques et d'y apporter ma contribution qui portera sur la gestion des risques climatiques dans la coopération internationale et plus particulièrement sur le continent antarctique. Alors pourquoi l'Antarctique ? L'Antarctique est situé au pôle sud et c'est le continent le plus froid du globe, ce qui explique l'absence de toute population humaine indigène. Il faut aussi savoir que c'est l'un des régulateurs climatiques et atmosphériques de la planète. L'impact de sa dégradation n'est pas seulement régional, mais aussi global. En effet, sa fonte entraînerait le niveau des eaux, mais aussi la modification de l'écosystème en place. Merci. La question du risque, qui est la possibilité qu'un événement indésirable survienne, a été abordée dès l'adoption du traité de Washington de 1959.
Ce traité a été élaboré dans un contexte de guerre froide et de prétention territoriale. Plusieurs États, comme on peut le voir, revendiquaient des parcelles du territoire antarctique. L'adoption d'une protection afin de limiter les risques géopolitiques était donc nécessaire. Les États, au moment de la signature, étaient conscients de l'impact que pourrait produire la destruction de ce territoire, car ils ont reconnu dès le préambule l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques. Le traité de Washington, qui a été adopté le 1er décembre 1959, a donc permis la non-militarisation du territoire, mais aussi le gel des revendications territoriales. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la coopération des États. Les 12 États signataires sont nommés les parties consultatives. Ce seront les seuls décisionnaires de ce système. Il y en a aujourd'hui 29. Ces parties se réunissent chaque année lors des réunions consultatives annuelles, ce qui a permis la prise en compte des nouveaux enjeux, dont les enjeux climatiques, qui ont été pris en compte de manière graduelle. Dans un premier temps, cela s'est fait de manière systématique, avec l'adoption de la Convention de protection des phoques de 1972, puis la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine en 1980. C'est par la suite, avec l'émergence de la prise de conscience de la crise climatique, que la protection du continent est devenue systémique. C'est pourquoi on peut se demander aujourd'hui comment les États, parties consultatives, coopèrent afin de limiter les risques climatiques dans cette région et, lors de dommages, éviter ceux à long terme. Il me semblait donc intéressant de voir dans une première partie l'adaptation du système antarctique face aux risques climatiques, puis dans une seconde partie la limitation des risques comme modèle de construction du système antarctique. Dans un premier temps, il me semblait intéressant de voir la Convention de Wellington, qui n'a jamais pu entrer en vigueur car elle a été considérée comme trop risquée pour le continent antarctique. Ce continent est riche en ressources minérales. On présume certaines ressources énergétiques comme le charbon, le gaz, le pétrole et l'uranium. C'est à la fin des années 60 que les premières demandes de permis d'exploration et d'exploitation de ces ressources sont apparues. Une réglementation devenait donc nécessaire et c'est pourquoi les parties ont préparé des négociations en 1976 lors de la réunion préparatoire spéciale de Paris. Le but des États était d'arriver à concilier leurs intérêts économiques et la protection de l'environnement. On était dans les années 1970, donc la crise environnementale devenait un sujet sur la scène internationale. On le sait avec la conférence de Stockholm de 1972. C'est avec tous ces éléments que la Convention de Wellington a pu être adoptée le 2 juin 1988. Cette convention est une convention d'autorisation d'exploitation des ressources minérales. Il y avait de nombreuses conditions qui étaient mises en place, dont une demande avec une description détaillée, une étude d'impact sur l'environnement, qui ensuite passait devant une commission qui délimiterait les zones éventuelles explorables et exploitables, par la suite devant un comité de réglementation qui allait délivrer les permis miniers pour ces zones. Cela devait être allié avec des critères techniques et financiers pour tous les candidats opérateurs. Seulement, comme dit précédemment, nous étions dans une ère où la crise climatique devenait un sujet sur la scène internationale. De plus, l'Antarctique est le continent le plus hostile et difficile d'accès de la planète. L'autorisation, même strictement encadrée d'exploitation des ressources minérales, n'était pas acceptable au vu des risques liés au mouvement imprévisible des icebergs. Cela a pu se confirmer avec le naufrage du navire de ravitaillement, le Bahia Paraíso, en 1989 au bord de l'Antarctique, mais aussi celui de l'Exxon Valdez, qui était un pétrolier qui s'est échoué au bord de l'Alaska. Cela nous a prouvé que les dispersions de produits dans la mer et la glace sont compliquées à maîtriser et donc difficilement réparables. C'est pourquoi une vague de résistance pour contrer ce traité est apparue de la part des ONG, mais aussi de la part du Premier ministre français Michel Rocard et son homologue australien Bob Hawke. Cette résistance est apparue en 1989 à Paris, lorsqu'ils ont soutenu leur refus de ratifier la Convention de Wellington. Ils ont aussi proposé d'ouvrir de nouvelles négociations afin d'interdire de manière définitive les activités minières en Antarctique. Leur ratification était nécessaire afin de faire entrer ce régime en place. Donc le régime Wellington n'a jamais pu entrer en vigueur. Nous arrivons donc au protocole de Madrid qui a été adopté le 4 octobre 1991 et qui vient remplacer la Convention de Wellington. Ce protocole déclare l'Antarctique comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Afin de faire appel à la volonté des parties, ils ont mis en place une interdiction de toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche scientifique. Cette interdiction s'étend jusqu'en 2048 et elle ne pourra être levée que sous des conditions strictes.
Il faudra l'adoption des 3/4 des États parties consultatives, ainsi que la ratification de ces 3/4 des États. Afin de limiter tout risque provenant de l'activité humaine sur le continent, d'autres instruments étaient nécessaires. Le protocole lui-même fait état de la volonté d'éviter toute dégradation ou risque de dégradation sur le continent. C'est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place le mécanisme d'évaluation d'impact sur l'environnement. Toutes activités envisagées sur le continent doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement selon son activité, son lieu et sa durée. L'impact sera classifié en 3 degrés, soit il sera moindre que mineur ou transitoire ou plus que mineur ou transitoire. Si l'impact est considéré comme moindre que mineur ou transitoire, alors l'activité pourra démarrer directement. Si l'impact est mineur ou transitoire, il faudra une évaluation préliminaire et l'activité pourra commencer. Si l'activité a un impact qui est considéré comme plus que mineur ou transitoire, il faudra alors une évaluation globale d'impact. Cette évaluation sera rendue publique, adressée à toutes les parties, ainsi qu'aux comités scientifiques qui y donneront leurs commentaires. Cela sera analysé en réunion consultative et après, l'activité pourra démarrer. Même lorsque l'activité aura démarré, il y aura un système de surveillance qui sera mis en place. Ce système permettra de réaliser de nouvelles évaluations afin d'indiquer si les impacts sont compatibles avec le protocole. Et si cela n'est pas le cas, elles pourront être suspendues ou arrêtées définitivement. À côté de cela, les parties ont décidé d'une protection de la faune et la flore afin de limiter tout risque de perturbation de l'écosystème. C'est pourquoi il y a une interdiction de prise de faune ou flore, sauf si délivrance d'un permis. Il y a aussi une interdiction d'introduction d'espèces non indigènes sur les territoires. Par exemple, depuis quelques années, on n'a pas le droit de ramener des chiens en Antarctique. En ce qui concerne la gestion des déchets et leurs éliminations, tout déchet doit être évacué et renvoyé dans les pays d'origine, ainsi que chaque partie doit mettre en place un plan de gestion des déchets avant d'entrer sur le territoire. En ce qui concerne la prévention de la pollution marine, il y a une interdiction de tout rejet à la mer d'hydrocarbures et substances chimiques, nocives ou nuisibles pour l'environnement marin. En ce qui concerne la protection des zones, il y a un procédé particulier mis en place afin de classifier les zones selon leur fragilité et intérêt pour l'écosystème. Une zone peut être déclarée comme spécialement protégée et il faudra donc un permis pour y parvenir, ou la zone pourra être déclarée gérée spéciale et il faudra donc un plan de gestion particulier et certaines modalités à suivre. Il faut allier à cela la volonté des parties de mettre en place un système novateur de responsabilité. Ce système a été adopté à Stockholm en 2005, mais il n'est toujours pas entré en vigueur, faute de ratification. Il me semblait pourtant intéressant d'en parler, car il s'agit d'un système de responsabilité découlant des situations critiques pour l'environnement. Ce qui compte donc, c'est la préservation de l'environnement et puis la responsabilité due aux dommages faits aux personnes ou aux biens. Les solutions sont donc centrées sur la préservation de l'écosystème et la restauration en cas de dommages. Le but est donc de prévenir, réduire au minimum, contenir l'impact des situations critiques pour l'environnement. Cela découle donc de 3 obligations pour chaque opérateur. En amont, ils devront prendre toutes les mesures nécessaires de prévention raisonnable afin de réduire le risque que surviennent des situations critiques pour l'environnement, mais ils devront aussi établir des plans d'urgence pour répondre aux incidents susceptibles de nuire à l'environnement. Et lors de dommages, ils devront avoir une action en cas d'urgence qui devra être rapide et efficace. La responsabilité incombera à l'opérateur et ce sera à lui de payer les coûts pris par les autres parties s'il n'est pas intervenu directement. Malgré tous ces systèmes mis en place de prévention pour préserver l'environnement, on peut se demander si la seule limitation des risques est une protection suffisante pour le territoire antarctique. Malgré la volonté d'une place accordée aux scientifiques et aux experts environnementaux dans le système, on remarque que ces organes n'ont qu'un rôle consultatif. Le pouvoir de décision reste alors aux États. Dans les textes précédemment cités, on remarque que la gestion des risques se fait par sa seule limitation. En effet, les activités menées sur le territoire doivent être conduites de manière à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement afin d'éviter le risque sérieux de dégradation. Il en est de même avec l'évaluation préalable d'impact sur l'environnement qui autorise les activités ayant un impact mineur ou transitoire. Seulement, on peut se demander si l'accumulation de ces effets mineurs ou transitoires ne peuvent pas, sur le long terme, avoir des répercussions globales. Toutes ces constatations doivent s'allier avec le fait que le système autorise certaines activités comme le tourisme.
Le tourisme représente aujourd'hui à peu près 74 000 touristes par an. Ce tourisme se fait par croisière, ce qui entraîne donc des risques multiples pour le continent et permet d'avoir certaines activités sur place comme le kayak, la plongée ou encore le ski. Même si toutes les procédures précédentes lui sont appliquées, les nuisances sonores et visuelles peuvent déranger la faune et la flore et entraîner des risques de modification de l'écosystème. Plus récemment, une étude affirme que le taux de tourisme sur le continent entraîne une fonte accélérée des glaces. Pourtant, les organismes privés tendent pour l'accroissement de ce nouveau commerce et la question actuelle est celle de l'installation des sites d'hébergement définitifs. Il en va de même avec les vols commerciaux à destination de l'Antarctique qui sont aussi envisagés. Certains événements, comme l'entrée sur le territoire d'un skipper français et de sa poule Monique en 2018, démontrent un manque de contrôle de la part des États qui peut provoquer des situations génératrices de risques pour l'environnement. Pour conclure, il faut quand même rappeler que le système antarctique reste l'un des mécanismes les plus protecteurs de l'environnement au monde. La prévention des risques faite par la coopération des États est une innovation en droit international. On peut quand même se demander si l'acceptation de ces risques, même à petite échelle, reste acceptable sur un territoire régulant le reste du globe. Je vous remercie.